Cet essai a pour titre La vérité. À propos de la vérité, ça arrive par bribes comme une révélation qui prend son temps avant de prendre forme définitive. J'ai pensé à ça hier, donc j'ai inscrit ce titre hier. En fait, j'aurais dû le développer de suite, donc je vais essayer de recréer les conditions qui m'ont amené à rédiger cette longue, comment dire, ce titre assez long. Et en fait, il y a des choses qui interpellent. Parmi les choses qui interpellent, c'est cette capacité ou incapacité à contrôler. Il y a un destin individuel ou un destin social à créer, à faire émerger, et c'est la construction de ce destin qui connaît des phases difficiles, qui peut même connaître l'échec, la non-réalisation. En psychanalyse, on parle de l'association d'idées pour arriver à découvrir, à faire réémerger ou à découvrir des réalités restées cachées ou des réalités. Donc en associant une image avec l'autre ou une idée ou une intuition, on arrive on ouvre une porte, on ouvre une nouvelle porte, on a une nouvelle compréhension, ou alors une compréhension enrichie de notre propre personne. Bien sûr, la capacité, enfin la tendance qu'a la psychanalyse à la, comment dire, à vouloir se saisir de tout ce qui est en fait les motivations, les motivations derrière les comportements, derrière les actions, ou derrière les non-actions de l'individu, cette prétention qu'a la psychanalyse à tout expliquer, à cette capacité, cette prétention qu'elle a à vouloir créer les bases du dépassement, est un indicateur sur la relativité de son approche. Nous sommes face à des sciences ou à des modèles d'explication qui sont relatifs. Nous ne pouvons pas dire je vais m'appuyer sur telle approche pour essayer de me construire en acteur agissant, en acteur compétent pour le restant de ma vie. Beaucoup de gens font des psychanalyses et la psychanalyse devient pour eux une forme d'existence. Elle devient l'objet en soi. Au lieu d'être un moyen, elle devient un but. Donc fondamentalement, quand on les voit, on doute. Quand on voit le résultat après des années, on doute on doute de la pertinence même de la pratique, on doute de l'efficacité, en tout cas de la pratique. Donc, gardons ce concept de l'association et pourquoi utiliser le terme de révélation? Parce que la révélation est quelque part un mode d'accès à la vérité ou d'accès aux choses qui est un mode qui n'obéit pas quelque part à la logique élémentaire. On reçoit une révélation au moment peut-être où on s'y attend le moins. Donc c'est obligatoirement quelque chose qui est aléatoire, qui obéit à un mode de fonctionnement qui n'est pas accessible à notre mode de fonctionnement, à notre mode de fonctionnement mental. Donc la révélation, parce que certaines choses arrivent au moment où on ne s'y attend pas.
une révélation, on fait un rapprochement, et puis on comprend, on a l'impression d'avoir compris, on a l'impression d'avoir saisi une partie de ce qui nous manquait. Donc c'est par rapport en fait à un moment donné d'arriver à, à saisir à se saisir d'un moyen de compréhension de sa propre réalité. Et on peut imaginer que la révélation peut être assez régulière, comme on peut imaginer que la révélation peut être assez rare. Et qu'en fait, on peut vivre quelques révélations dans toute sa vie. Mais évidemment, on passerait à côté de plein de choses. Donc, à un moment donné, dans l'essai que j'essaie de faire pour essayer de recréer les conditions qui m'ont amené à penser à écrire à penser à cette impro. Donc je vais essayer de faire un effort pour amener quelque chose de pertinent, quelque chose d'intéressant. Et donc là, on part souvent de réalités très concrètes, l'entourage, les conditions sociaux, économico-culturelles de l'émergence de l'individu font que il a la capacité d'avoir accès plus facilement. Si on imagine qu'un prophète ne naît pas du néant, un prophète reçoit une révélation qui est elle-même et des fois la continuation d'autres révélations. Il faut un substrat culturel pour créer les conditions de la révélation. Donc si le substrat est pauvre, la révélation sera elle-même de la même nature. Elle sera d'une opérabilité assez réduite. Il n'est pas possible de pouvoir imaginer le monde, inventer le monde, le réinventer, si on n'a pas les moyens symboliques, les moyens intellectuels de réaliser cette opération-là. Donc la révélation reste attachée à un mode de rapport au monde qui est plutôt religieux, qui est plutôt le domaine de la foi. Cependant, la révélation utilisée de façon extérieure à la religion peut être un mode pour expliquer le mode de surgissement, de production de cette révélation. Donc les amitiés, toutes les tentatives qu'on fait, les efforts qu'on fait pour essayer d'avoir à côté de soi des êtres qui nous ressemblent, dont nous nous sentons proches, disons des êtres avec lesquels on se sent en capacité de produire du signifiant. Ces êtres-là, on ne les côtoie pas parce qu'ils sont une image, un reflet de nous-mêmes. On ne les côtoie pas parce qu'ils sont, une sorte de double ou une sorte de... Non, parce qu'en eux réside la capacité à créer la synthèse. Voilà, à créer la synthèse, à créer les éléments de compréhension. Et il est évident que on peut se tromper de compagnons, on peut se tromper de partenaires dans ce jeu.
Et on peut passer toute sa vie, ou alors un temps très long, à rechercher des êtres qui sont qui pourront participer à cette opération de révélation. Donc, je suis distrait par les bruits du voisinage et donc j'ai du mal à me concentrer. Je vais essayer de faire abstraction des bruits ambiants pour essayer de rester concentré sur le sujet du moment. Donc, pourquoi en fait la révélation est importante? Donc je vais parler un peu plus vite, d'articuler un peu plus vite. La révélation est importante parce qu'on est toujours en demande, on est toujours en attente. Parce qu'une fois qu'on a franchi un palier, et souvent on s'arrête à ce palier-là et on ne voit pas ce qu'il y a au-delà. On a du mal à imaginer, à avoir une idée précise de l'étape à venir. Donc on attend. Et le choix, on décide, on est dans un certain schéma mental. Ce schéma mental qui peut être, par exemple, qui peut être initié par une phrase. On est déterminé, on est pris en étau, on est sous le joug d'une phrase, il peut y avoir une phrase dite par un proche ou un lointain, quelque chose qui a été lu ou entendu, ou même une certaine conclusion. Et cette conclusion-là, au lieu d'être une conclusion provisoire, d'être perçue comme telle, c'est une conclusion qui va déterminer un temps, ce qui va venir, et cela déterminé pendant 4, 5, 6 ans. Ça n'est pas contrarié. S'il n'y a pas l'apport de la contrariété, s'il n'y a pas un apport de la divergentalité, s'il n'y a pas de divergence apportée par l'autre, l'autre est un élément qui participe à la création d'un récit inverse. C'est une approche différente. S'il n'y a pas le surgissement de cette altérité, il y a toujours on chemine avec sa propre perception, sa propre révélation pendant un temps. Donc ça nous ralentit dans l'accès à une autre étape de notre vie, ça nous freine et une fois qu'on arrive à la révélation, parce que les révélations se suivent, même si elles peuvent être rares, elles se suivent, elles peuvent avoir une temporalité très particulière, 10 ans après, 15 ans après, 12 ans après, mais en somme, en totalité, peut-être qu'on va être le sujet d'une vingtaine de révélations majeures. Je ne parle pas des révélations mineures ou révélations moyennes, mais des révélations fondamentales majeures, décisives. Et c'est sur ces révélations-là que toute notre vie va se jouer. On est de là, là j'essaie de me concentrer, je peux aller sur la capacité qu'on a à être un écoutant, un bon auditeur, quelqu'un qui en fait écoute les autres. Bien sûr, on peut aussi créer les conditions du surgissement de la parole de l'autre. Ça c'est évident. Pour écouter une parole, il faut qu'elle puisse être une parole différente, une parole autre, une parole neuve. Et donc on peut créer les conditions, si on peut essayer de créer les conditions. En tout cas, il faut rester en capacité d'audition. Il y a des fois des gens qui peuvent nous amener des rencontres, des situations à une nouvelle révélation, mais on est en incapacité sur le moment de saisir la portée, de saisir l'importance de ce qui se produit. Et c'est comment dire, on réalise qu'il y a un certain temps, nous avons choisi, peut-être pas choisi, mais nous n'avons pas écouté
comme il faut. Nous n'avons pas amené, par exemple, un raisonnement jusqu'à sa fin, jusqu'à son terme. Il y a, il y a des raisonnements. Il est évident que, par exemple, il y a des questions qui sont très simples. Si on les utilise régulièrement, elles peuvent nous amener à faire, euh, à faire des sauts, à progresser. Si on considère que le progrès est quelque chose de, de est un bienfait et quelque chose qu'il faut apprécier, c'est un autre débat. Le progrès, il peut y avoir du cyclique, le progrès linéaire qui, lui, poursuit sa marche vers je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ce progrès-là dont je voudrais parler, mais plutôt, on a, il y a c'est quelque chose qu'il faut créer quand on est détaché des philosophies et des systèmes de pensée prêts à consommer, prêts à utiliser, qui sont dominants. Et il faut inventer son propre rapport aux choses. Et c'est en fait, pour revenir, par exemple, il y a quelque chose qui m'était resté dans ce titre d'un ouvrage de quelqu'un qui a participé du XXe siècle, il s'appelle Que faire. À un moment donné, c'est un certain nombre de questions. Quels sont mes buts? Quels sont mes moyens? Que faire pour faire face évidemment, à mes limites, à toutes les limites auxquelles je pourrais avoir à faire face? Il y a obligatoirement des limites. Il y a les limites peut-être même il y a des limites même dans le fait, j'ai oublié le terme, quand on pose la question, comment la question est posée, comment la question est élaborée, même dans ce cas-là, dans cette étape-là, il y a des limites. Il est peut-être obligé, il est peut-être recommandé de chercher à élargir le champ des questionnements. Il n'est pas peut-être pas tout à fait payant sur le long terme de parler en termes presque effectifs, matériels, d'une réalisation qui serait à toucher, une réussite qui serait matériellement palpable. Il est peut-être, à un moment donné, est-ce que les questions que je vais poser vont répondre à peut-être à quelque chose qui est, elle, largement que je privilégie, mais que je privilégie au fond sur toutes les autres, une option. Si j'estime que je suis porteur d'un message à partir du moment où je m'inscris dans cette prétention-là, le message, obligatoirement, n'est pas de reproduire, n'est pas de prendre une fonction tout à fait ordinaire, même prestigieuse, mais ordinaire. Le message, obligatoirement, introduit de la rupture. Si je suis en désir de rupture de façon fondamentale, il faut que je me donne les moyens d'arriver à cette rupture. Si je passe ma vie à essayer de faire des mini-ruptures, à essayer de les gérer, à faire des allers-retours, à faire comment je pourrais dire, à faire des aménagements, à faire j'ai oublié le terme, à faire comment on appelle ça? Parce que c'est un terme très, très parlant. Des compromis. Si je passe ma vie à faire des compromis avec mes désirs, donc la rupture en elle-même, est-ce qu'elle est temporellement parlant bien fixée? Est-ce qu'elle est plutôt l'expression d'une réalité bien marquée dans l'espace-temps? Ou est-ce que c'est une demande qui, elle, mérite d'être portée tout le restant de sa vie?
il y a peut-être un désir de rupture à un moment de sa vie, mais ce désir ne doit pas devenir l'élément identifiant, l'élément majeur de sa vie, parce qu'il y a peut-être après un désir d'être dans le monde, de faire partie, euh, de faire comme tout le monde. La rupture n'était plutôt qu'une réponse. Et à partir du moment où un comportement n'est que la réponse, n'est que le résultat de facteurs qui le dépassent, est-ce que la rupture est préexistante? Est-ce qu'il y a un destin préexistant qui va faire que des gens vont être en rupture et que cette rupture-là est nécessaire? Quel type de rupture, quel discours de rupture peut-on produire? Il n'est pas possible d'investir des figures de l'ancien temps, des figures prophétiques pour s'installer dans un discours de rupture, s'installer, peu importe la réussite de la mission, entre guillemets, mais la réalité, le prophétisme tel qu'il s'est déroulé faisait appel à une adhésion qui était une adhésion infra-raison. Il y a un côté où il faut adhérer, on fait appel pour que l'adhésion soit la plus massive à des pulsions qui ne sont pas spécialement, qui ont été mises à mal, tout le moins qu'on puisse dire. Donc la rupture est en quoi ma rupture, mon désir de rupture est plus intéressant pour la société qui m'entoure que celui d'avoir un destin presque ordinaire, un destin linéaire. Donc on peut par les questions qu'on pose, par les postulats qu'on pose, et se retrouver déjà en défaut. C'est-à-dire on part sur les mauvaises questions, les mauvaises bases, et toutes les réponses qu'on peut apporter par les révélations successives sont ne sont que comment dire, une cristallisation, ne font que rendre l'erreur encore plus lourde, encore plus... Ça inscrit l'erreur dans la durée, ça inscrit... comment en fait être dans le bon choix, c'est-à-dire s'émanciper, s'autonomiser par rapport à son milieu d'origine, à son milieu d'affiliation premier, comment s'autonomiser, comment ne pas être soit dans la rupture, soit dans la continuité par rapport à ce milieu premier, et de façon à s'inventer un destin à soi totalement autonome, sans évidemment nier la dimension d'appartenance à une espèce. Évidemment, il n'est pas possible de rompre avec cette réalité qui est l'appartenance à une espèce, l'appartenance à un organisme vivant qui doit assurer sa continuité, qui doit assurer sa survivance. Là, il n'est pas question, la rupture, il n'est pas possible de rompre de façon... il n'y a qu'une rupture possible, il n'y a que... soit c'est la mort. Donc quelque part, et même quand on meurt dans cette optique-là, on reste encore
attaché à son identité d'organisme vivant, la décomposition n'est que la poursuite de la vie sous une autre forme. Et donc, l'idée, tout en fait est quelque part préempté, et quelque part est prédéterminé par les cycles, par la temporalité globale de l'espèce. On a des âges, des cycles dans sa vie, et il n'est pas possible d'aller contre cette loi-là. La personne jeune a des capacités quelque part à prendre des choix assez radicaux, assez brutaux, et la personne même vieillissante a plutôt tendance à temporiser, tendance à introduire de la relativité, à envisager tout un tas de choses pour ne pas rompre, pour ne pas prendre des décisions radicales. Il y a cette radicalité de la jeunesse prise comme catégorie à part. Cela a été discuté aussi, hein, cette radicalité qui disparaît, qui s'amenuise. Donc, il faut imaginer que le mâle, l'être mâle, l'homme masculin, reste prisonnier d'une certaine indétermination, une détermination presque biologique. Il y a une volonté, comme s'il y a une volonté d'avoir un statut à part parmi les mâles de l'espèce. Il y a une volonté peut-être de se distinguer et de ne pas, parce que peut-être il y a un sentiment d'être à part, un sentiment de manque, et donc le moyen le plus sûr, c'est de se distinguer pour avoir sa part, pour avoir droit soi-même à concevoir, à participer. Le monde et la perception de soi, les temporalités, font que on est rarement en situation d'urgence. On ne se sent pas en situation d'urgence. Ce qui fait que notre rapport, notre course derrière les révélations ne se fait pas. Il y a une incapacité à régler nos perceptions sur notre réalité, nos perceptions intérieures sur notre réalité physique, sur les changements. On s'endort jeune, on se réveille vieux. Et on se réveille déjà sur le déclin. Alors le déclin cognitif, n'en parlons pas, il est là, il se manifeste par des tas de moyens, mais il y a aussi le déclin physique, il y a aussi l'incapacité à créer du lien ou à recréer du lien. Il y a une incapacité à supporter l'autre dans sa... comment dire, l'autre dans tout dans tout l'éventail de difficultés ou de contrariétés dont il peut être porteur. Cela est... donc j'ai réussi à me concentrer un peu, ça a été un peu difficile, c'est laborieux, mais labeur est louable. Sans labeur, il n'y a pas de vie, donc labourons, faisons, creusons des sillons, n'arrêtons pas, sinon
sans labeur, il n'y a point de société, il n'y a point de multiplicité, il n'y a point d'enrichissement. Le labeur crée les conditions de la multiplicité. Donc une parole peut apporter d'autres paroles, donner naissance à d'autres paroles, et c'est en cela que l'exercice est louable. Et c'est aussi, d'un autre côté, c'est aussi notre capacité, une fois qu'on a intégré un système de pensée, un système de valeurs, à s'en émanciper. Il y a des gens qui, dans le cours de leur vie, vont faire des rencontres qui vont les amener à s'intéresser, à devenir même adeptes d'un système de pensée, et dont ils vont être les serviteurs, les fidèles officiants toute leur vie. Il y a l'incapacité à réaliser des ruptures de façon à, de nouveau, à se poser en être vierge presque, en être neuf, qui a besoin la réalité est complexe, et un seul discours, une seule approche, une seule philosophie, un seul système de compréhension n'est jamais la totalité qui peut expliquer. Les religions se sont arrêtées à un rapport avec le temps, la création. On s'imagine que ça a été créé. À la création, ils se sont limités à un certain nombre d'années, de siècles, et après, il faut gérer le foisonnement, il faut gérer la réalité du vivant, qui est une réalité d'une multiplicité qui dépasse toute capacité de compréhension de notre cerveau, notre système de pensée, etc. La réalité est quelque chose qui est inassimilable. Le pourquoi de l'existence, on suppose par nos approches évidemment humaines, on se dit qu'il y a une évolution, qu'il y a une interdépendance, que la chaîne alimentaire, etc. Mais il y a des choses, un animal, à intégrer dans ces approches-là, dans ces systèmes-là. La création d'une chaîne alimentaire n'a peut-être pas besoin d'avoir des parasites. Les parasites peuvent constituer peut-être l'exception, peuvent constituer l'élément qui invalide ce type d'approche, ou alors c'est au niveau de l'échelle, l'échelle du vivant. Le vivant s'exprime selon des échelles tout à fait extraordinairement multiples et extraordinairement variées. Et après, on peut se poser la question de la constitution, de tout ce qu'on arrive à avoir, à appréhender, et ce que nous n'appréhendons pas, la constitution de cela. Mais après, la question de la finalité, la finalité dans la compréhension. Il est évident que tout ça n'a pas été mis en place pour nous, c'est-à-dire pour l'être humain, pour cette espèce-là, et qu'elle puisse en jouir, et pour son confort, même si on a vraiment introduit de la diversité dans l'usage que nous faisons de ce qui nous est, soit entre guillemets, alors les guillemets immenses, offert. Il y a des êtres que nous utilisons pour des usages extraordinairement inutiles. Mais beaucoup d'êtres, nous trouvons moyen de les rendre utiles, donc
créateur de valeur ajoutée. Et donc, pourvoyeur de valeur ajoutée. Donc l'être mâle, l'être masculin, pour peu qu'il ait un peu connu quelques comment dire, sortes, qu'il a été contrarié dans sa marche vers la réalisation classique, va se retrouver à chercher sa place. Cette recherche de place peut prendre un temps qui lui, est largement au-delà de la capacité, physique de l'individu. C'est une recherche qui est sans fin. Et alors, se chercher un statut, se chercher une place, se chercher une utilité. Donc la révélation aide un peu à créer un avant et un après. Il y a un moment où j'ai saisi en fait le moment, par exemple, la révélation, au moment où tout a basculé, le moment qui a donné naissance à la divergence, qui a créé cette réalité, pas alternative, mais qui a créé cette réalité qui ne devait pas exister. A priori, il y a des réalités qui naissent parce que nous sommes des êtres qui faisons face à l'aléatoire, dans notre réalité objective qui est assez déterminée. Il y a une part d'aléatoire, il y a une part de hasard, il y a une part d'imprévu qui gouverne nos petites réalités personnelles. C'est cette rencontre que nous allons faire parce que nous avons choisi d'être en capacité de rencontre, ou nous avons choisi de façon complètement arbitraire. Nous sommes retrouvés à un endroit donné et c'est une rencontre. La non-rencontre, on n'en parle pas, elle produit rien, mais une rencontre qui va, elle, peut-être produire une autre rencontre, enclencher une série de rencontres qui vont, et parmi ces rencontres, il va y en avoir de déterminantes. Il y a des rencontres qui vont obligatoirement vous arrêter dans votre élan. Ça coupe tout et vous ne pouvez plus aller au-delà. Et d'autres rencontres qui vont initier un processus. Cette initiation d'un processus lent, cas de dire laborieux, pas assuré d'être couronné de succès. Et ce processus-là, la preuve, c'est ces questionnements qui moi je m'appuie sur personne, je n'ai besoin de personne, là c'est ma réalité, je n'ai pas besoin de citer un tel ou un tel. Certaines personnes font partie de moi parce que je les ai incorporées à un moment donné, mais je n'ai pas besoin de les ressusciter dans leurs propres mots. J'estime que je fais partie du même processus, celui de la recherche d'une meilleure compréhension des choses, c'est une meilleure relation aux choses. L'idée, c'est d'être à un moment donné pour sortir du piège, sortir de l'immobilité. Je me suis créé le concept d'unité biologique. À partir du moment, c'est cette unité biologique, un concept qui serait, lui, à même d'être généralisé à tout ce qui vit, et que ma réalité propre devient quelque part perd de sa dimension dramatique, de sa dimension extraordinaire, de sa dimension surévaluée, pour descendre à une échelle.
je suis une unité biologique qui s'exprime dans un milieu, comme peut s'exprimer une unité biologique qui serait une bactérie, qui s'exprimerait dans un milieu qui serait un milieu propice ou un milieu non propice. Et selon le milieu, il y a soit une possibilité de croissance ou une possibilité de, comment dire, de décroissance, une possibilité pas de déclin, mais il y a, il y a la capacité de croître, de devenir une unité à même de se multiplier selon le milieu. Et il peut y avoir aussi l'inverse, une unité biologique freinée dans sa fonction première, qui est de se reproduire, de se multiplier, et de donner de son énergie au profit de l'espèce, de vivre sa vie tout en permettant la continuité de son espèce et aussi la continuité de tout le système des vivants, toute cette réalité-là. Tout ce qui est en fait réalisation, déréalisation, tout ce qui est processus raté, tout ce qui est processus réussi, acquis, tout ce qui est accumulation ou pas, tout ce qui est enrichissement ou pas, devient évidemment secondaire, parce que on peut très bien dire une unité biologique, c'est peut-être son destin que de se perpétuer, mais si elle rate ce destin-là, de toutes les façons, on ne va pas lui donner une nouvelle chance. Le destin est après la mort de l'individu, il n'y a pas d'enfer pour pouvoir dire tu vas devoir payer pour ton refus de donner la vie, de te perpétuer. Il n'est pas possible de faire le procès de l'être qui ne s'est pas perpétué, l'unité biologique qui n'a pas su, qui ne s'est pas donné les moyens. Pour nous, humains, nous avons ce procès permanent de nous-mêmes que nous faisons parce que nous percevons que nous sommes trop limités, que nous ne sommes pas assez donné les moyens. Le travail sur les mots est peut-être une sorte de rattrapage. La langue permet une certaine réappropriation d'un réel qui, lui, en fait, est un réel perpétuelle fuite, un réel qui se refuse à votre contrôle. Vous essayez de vous en saisir à travers les mots, à travers les différentes approches intellectuelles, l'approche logique ou pas logique, il y a à créer de la raisonnabilité, à créer de la clairvoyance, à créer de la... comment dire... c'est-à-dire, si j'essaie d'être perspicace à travers les mots, c'est que j'essaie d'amener mon être à un certain degré, d'améliorer sa vie, la perception qu'il a de soi-même. Je m'enrichis en faisant, en malaxant les mots, je crée des formes, je crée des formes où peut-être la création est relative, parce que souvent les concepts sont les mêmes, les mots sont les mêmes, il y a juste, et
Et même dans l'acte de reproduire, il peut y avoir de bons reproducteurs ou de mauvais. Ce n'est pas parce que on a un tour entre les mains, qu'on a une matière, qu'obligatoirement on va réaliser des choses viables. On peut très bien, vous faites, vous essayez de réaliser une terre cuite, ça, si vous n'avez pas la capacité, si vous n'avez pas la maîtrise, cela devient de l'informe, cela retourne à l'informe. Et donc, il faut, même pour créer de la tendue, créer du semblable, il faut une certaine maîtrise. Et c'est ce travail de maîtrise des concepts, de la langue, que j'essaie d'entreprendre. Et la réalité, les révélations, d'ailleurs, sont toutes des révélations mentales, des images, des choses qu'on fait, ce langage qu'on a à l'intérieur de soi, c'est dans ce rapport qui est cette perception intérieure, dans cet effort ou cette activité qui ne s'arrête jamais, cette activité de rapport aux choses, de rapport au monde, de rapport à son passé, de rapport à son histoire, c'est en fait l'attente d'une certaine révélation qui se fait par la mise en résonance de deux choses qui peut-être n'avaient pas, au départ, n'étaient pas destinées à être appareillées. Donc, c'est dur de... Le mot bribe, je ne connais pas son histoire linguistique. Je vois à peu près à quoi il peut servir. Les bribes, c'est les couches, c'est les morceaux, c'est les parties. Donc c'est bribe par bribe, mot par mot, partie de la perception. Des fois on a juste un peu un début de perception, un début de révélation, puis le travail, puis cela s'arrête, cela s'interrompt, parce que nous sommes des êtres qui fuyons aussi la révélation. Quand la révélation peut être quelque chose de traumatisant, au sens où, ou alors elle est au sens où elle prend un temps, elle prend un tour assez, des fois assez, comment dire, déstructurant. Faites la révélation que vous n'êtes pas doué pour la vie tout court, que vous êtes doué pour une sorte de non-vie. Vous n'êtes pas un acteur, vous n'êtes pas un participant. Donc cette révélation-là enfuit la révélation parce qu'elle peut comporter aussi cette partie, elle peut aussi comporter cet aspect-là, dans le sens où c'est comme si ce procès qu'on se fait, et quelque part, au fur et à mesure du procès, on va sortir des éléments à charge, et pour arriver en fait à produire, pour arriver à un jugement qui soit le plus équitable possible. C'est difficile de pratiquer, d'être équitable avec soi-même, parce que la dépendance vis-à-vis de son histoire, des éléments à charge, les éléments à décharge, on n'en tient pas compte. On tient compte dans le façonnement de notre regard intérieur dans des éléments uniquement à charge. Je suis en permanence en train de m'interroger, en train de participer à un procès
je j'interroge mes motivations, j'interroge mes actes, je présente un réquisitoire, je suis dans l'inquisition. Cette inquisition, d'ailleurs, ça peut être une inquisition qui, à un moment donné, qui tourne à vide parce que il y a des fois, à un moment donné, on ne crée plus de la preuve. On travaille sur des preuves datées. Il n'y a plus de preuves nouvelles à apporter au procès. Et, mais on réactualise toujours les mêmes preuves pour dire que la personne mérite une condamnation sévère, mérite d'être mise, comment dire, mise au banc de la société, mise à l'écart. C'est de nouveau de se réinscrire, besoin d'une révélation qui va s'inscrire dans un processus de réappartenance au monde, dont toute la complexité de ces manifestations appartenir et non plus être une sorte d'élément à part. Révélation dans le sens aussi où quoi qu'on fasse, on est dans une certaine configuration mentale bien quelconque. On est aussi dans des catégories sémantiques toujours assez stéréotypées. On est dans une incapacité à créer de la différence, à créer de ce sentiment d'un destin bien à soi, un destin louable, un destin acceptable, et d'être à s'installer dans une identité et un peu marginale ou un peu à part d'exilés, d'étrangers ou même d'apatrides n'est pas satisfaisant. La patridité, c'est politiquement, pourquoi pas, parce que fondamentalement cela s'inscrit dans un effort pour être contre le système des nations, pour être contre le modèle dominant qui est l'organisation en États rivaux, ou alors en ensemble d'États rivaux et en permanente compétition. C'est de refuser la compétition pour la compétition, mais d'appeler à une compétition pour le bien-être de tous, une compétition qui serait à même d'accepter peut-être un arrêt, peut-être de reconsidérer ses motivations, de reconsidérer la valeur elle-même de la compétition. Donc l'individu dans une certaine compétition avec les autres, une compétition consciente, inconsciente, volontaire ou pas, c'est cette compétition qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, qui elle va faire de nous des êtres apaisés ou des êtres toujours en attente de quelque chose qui les aiderait à mieux vivre la vie. Ça a été difficile d'arriver au bout de ce développement. Et malgré le café, c'est le manque d'échange fait que je me retrouve, même si j'écoute quelquefois quelques débats,
Mais le fait de n'avoir personne face à moi-même fait que je suis un peu, pas tourné en rond, je ne suis pas encore tout à fait là, mais je suis un peu bloqué. La preuve, ça s'entend, ça s'écoute à travers ces développements qui peuvent, malgré la variabilité de leur titre, ils ont des éléments de proximité. Il y a une proximité, il y a des rapports très, très perceptibles dans les approches que je fais d'un certain nombre de sujets. Je vais essayer de m'attaquer à une autre problématique et j'espère, me renouveler. Parce que là, je ne suis pas tout à fait concentré, je manque d'arguments pour arriver à produire quelque chose de solide, de quelque chose par rapport à la problématique de la révélation, par rapport à la problématique de l'accès à la vérité, où la vérité, tu es obligé de dire que la vérité est un concept tout à fait peut-être bien pauvre. C'est l'idée qu'il puisse y avoir une vérité est elle-même d'une fausseté grossière. Il n'y a pas de vérité, il n'y a même pas à chercher la vérité. Il y a peut-être à rencontrer à un moment donné des gens qui, sans être dans le déni absolu, qui sont dans une certaine désaffection par rapport à tout ce qui est facilement accessible. C'est la pratique de la désaffection. Si je vois des bouddhistes, je n'ai pas spécialement l'impression qu'ils sont en désaffection par rapport au monde. Il n'y a pas réellement c'est la réalité qu'on participe encore à la division. On reproduit encore, on perpétue la division à travers la profession d'une certaine doctrine. La doctrine doit disparaître au profit d'une action. Il n'y a pas de doctrine à professer, il y a une action à avoir, il y a un être, il y a à produire, il y a un être à manifester, et cet être doit s'exprimer par lui-même, sans avoir besoin d'une doctrine, d'un système de pensée, d'un système de référence. C'est l'idée que une pensée est l'accomplissement, une pensée, une approche, et représente, bon, utilisant l'alpha et l'oméga, représente le début et la fin, représente une réponse, une réponse globale, une réponse il n'y a pas de réponse, il y a juste à apporter de la tempérance, c'est-à-dire à tempérer ce côté biologique qui est à tempérer cette inclination à un moment donné à la démesure, cette inclination cette inclination à penser, à se penser en tant que tenant d'une vérité, à se penser en tant que... Bon, j'arrête là.